Le milliardaire était dévasté lorsque les médecins lui annoncèrent que son fils de 5 ans ne se réveillerait jamais du coma. Puis une petite fille pauvre entra dans la chambre et chuchota « Éteignez les machines et il se réveillera ». Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Bonne lecture. L'hiver parisien était implacable ce matin de décembre et Marc Villeneuve remarquait à peine le froid, tandis que sa limousine franchissait l'entrée des urgences de l'hôpital Necker-Enfants Malades. Il avait l'habitude de ne rien remarquer. Le froid, la faim, la déception. C'étaient les préoccupations des gens ordinaires et Marc Villeneuve n'avait jamais été ordinaire. À 32 ans, il avait construit un empire qui s'étendait sur 3 continents. Villeneuve Tech n'était pas seulement une entreprise. C'était un monument à son génie. Et comme tous les monuments dédiés au génie, il projetait de longues ombres sur tous ceux qui l'entouraient. Mais rien, ni ses milliards, ni son penthouse dominant les jardins du Luxembourg, ni même son armée de spécialistes ne pouvaient empêcher ce qui était arrivé à son fils. David Villeneuve avait eu 5 ans depuis exactement 14 jours, lorsque l'accident s'était produit une chute des bardes de singe du club sportif privé en banlieue parisienne. Un seul instant d'insouciance enfantine qui avait fracturé sa colonne vertébrale et l'avait laissé dans un coma qu'aucun médecin au monde ne pouvait expliquer ni inverser. Maintenant, 3 semaines plus tard, David reposait dans une chambre privée au 7e étage du plus prestigieux hôpital pédiatrique de Paris, entouré de machines qui bipaient et sifflaient comme des pleureuses électroniques. Son petit corps était relié à un ventilateur, à des sondes d'alimentation, à des moniteurs qui suivaient le silence électrique d'un cerveau qui aurait dû être en train d'apprendre à lire. Marc se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel gris de décembre, et pour la première fois de sa vie, il sentit le froid. Monsieur Villeneuve. La docteure Patricia Chen entra silencieusement son visage, portant cette expression particulière que les médecins développaient lorsqu'ils n'avaient de rien de bon à annoncer. Je voulais vous parler de l'état de David. Il n'y a eu aucune amélioration. Les examens neurologiques de ce matin montrent « Je ne veux pas l'entendre », dit Marc, sa voix tranchante comme du verre. Vous m'avez dit à son admission que le temps était le facteur le plus important, que certains comas se résolvent spontanément. Alors, nous attendons. Oui, mais la période prolongée sans conscience, combinée à la sévérité de la lésion vertébrale. Vous êtes renvoyé, dit Marc, toujours tourné vers la fenêtre. Je fais venir des spécialistes des plus grands centres hospitaliers d'Europe, de Lyon, de Genève. De n'importe où au monde où l'on ne m'a pas déjà dit que mon fils allait mourir. Vous êtes congédié, docteur Chen. Il l'entendit partir sans un mot de plus. Voilà ce que signifiait avoir de l'argent. Les gens vous obéissaient même lorsque vous les brisiez. En fin d'après-midi, Marc quitta l'hôpital. Il était resté 6 heures au chevet de David, observant la poitrine de son fils se soulever et s'abaisser dans un rythme mécanique, attendant quelque chose. Un tressaillement, un mouvement, n'importe quel signe que le petit garçon qu'il avait créé se trouvait encore quelque part, là-dedans, luttant pour revenir. Rien ne vint. La limousine descendit du parking de l'hôpital pour rejoindre les rues grises de Paris, en ce mois de décembre. Marc était assis à l'arrière. Son manteau en cuir italien, parfaitement assorti, au cuir des sièges. Sa Rolex en platine, captant la lumière. Son expression sculptée dans le marbre. Il pensait à l'accident, au club, à la nounou de David, qu'il avait surveillé, au fait que David n'avait jamais été particulièrement sportif, préférant toujours le bureau de son père à l'air de jeu. Si David avait été vraiment lui-même, il serait resté à l'intérieur, à lire l'un de ses livres illustrés en sécurité dans la bibliothèque du club. Mais la nounou avait insisté pour qu'il prenne l'air. Elle avait échoué. Marc avait déjà pris des dispositions, elle ne travaillerait plus jamais. Ni à Paris, ni ailleurs en France, où ses avocats pouvaient intervenir.
La limousine s'arrêta à un feu rouge sur l'avenue des Champs-Élysées. Et c'est alors que Marc la vit. Elle se tenait à un coin de rue, vêtue de vêtements qui semblaient avoir été donnés par une association caritative il y a 5 ans, maigre comme une branche en hiver, ses cheveux noirs emmêlés, et sale, sa peau marquée par des semaines passées dehors dans le froid. Elle n'avait pas plus de 7 ou 8 ans. Elle tenait un carton où était écrit « Besoin de nourriture » en lettres penchées dans tous les sens, comme si même sa supplique n'arrivait pas à tenir debout. Marc détourna le regard. Il n'avait aucune patience pour la pauvreté de rue. C'était un problème, bien sûr, mais un problème que la ville devait résoudre par des services publics appropriés et qui ne le concernait pas. Le feu passa au vert. La limousine avança. Puis, inexplicablement, Marc se retrouva à taper sur la vitre, séparant l'avant de l'arrière. Son chauffeur, Jacques, l'ouvrit immédiatement. « Garez-vous », entendit Marc dire. « Un peu plus loin, je veux... »« Il y a un enfant, monsieur. » Le ton de Jacques suggérait que cela n'était jamais arrivé auparavant. Cela n'était jamais arrivé auparavant, mais Marc avait déjà la main dans son portefeuille. Il donnerait à l'enfant un peu d'argent, assez pour un repas, assez pour apaiser le léger inconfort moral qui le dérangeait, puis il rentrerait chez lui, prendrait une douche, enfilerait des vêtements propres et retournerait à l'hôpital où David gisait mourant. La limousine glissa jusqu'au trottoir. Marc baissa la vitre manuellement. Il aimait être théâtral, même dans les petits gestes, et il prépara son expression de bienveillance charitable, celle qu'il utilisait pour les dons hospitaliers et les levées de fonds. Sophie Chen vivait dans les rues de Paris depuis 8 mois. Elle avait 7 ans depuis 11 mois. Elle avait appris à lire les gens, comme d'autres enfants apprennent à lire les livres rapidement, instinctivement, avec une intuition qui semblait venir d'un endroit plus vieux et plus profond que ce que son âge laissait croire. Elle vit la limousine ralentir. Elle vit la vitre descendre. Elle vit l'homme à l'intérieur avec ses cheveux parfaits, son manteau parfait, son visage parfait, arrangé dans un sourire parfait qui ne contenait absolument aucune chaleur. Et elle vit autre chose, quelque chose que la plupart des gens ne pouvaient pas voir, quelque chose qui lui fit inspirer profondément et avancer vers la voiture. « Vous, dit-elle simplement, vous avez un enfant malade. » L'expression charitable de Marc se figea sur son visage. « Pardon, un garçon, » continua Sophie en s'approchant. 5 ans, il est à l'hôpital. Il dort, mais il ne dort pas. Il ne se réveillera pas. Chaque muscle du corps de Marc se raidit. « Qui vous a dit ça? Qui vous envoie? »« Personne ne m'envoie, » dit Sophie. Sa voix était étrange, trop calme, trop certaine pour une enfant qui mendiait dans la rue. « Mais je sais parce que je le vois. Je vois le garçon. Et je vois que toutes les machines et tous les médecins ne peuvent rien pour lui. Je vois que vous allez le perdre, à moins que... » « À moins que quoi ?» entendit Marc demander. Chaque partie rationnelle de son esprit hurlait que c'était une arnaque, un piège quelque escroquerie de rue, destiné à soutirer de l'argent à un père en deuil. Et pourtant, il se trouvait incapable de détourner les yeux de ceux de la fillette. « À moins que vous ne fassiez ce que je vous dis de faire, » dit Sophie. Ce fut à ce moment-là que Marc Villeneuve fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il éclata de rire. C'était un rire qui venait de la cruauté profonde d'un homme qui n'avait jamais été défié par quelqu'un qui comptait, qui n'avait jamais rencontré un problème que l'argent ne pouvait résoudre, qui regardait une orpheline des rues en haillons et ne voyait rien d'autre que le délire et le désespoir. « Toi, dit-il, sa voix dégoulinant de mépris, une orpheline des rues va guérir ce que les plus grands spécialistes du monde ne peuvent pas. Dis-moi, Sophie, comment comptes-tu faire ça? » Sophie ne réagit pas au mépris. Elle ne réagit pas au fait qu'il avait prononcé son nom alors qu'elle ne le lui avait jamais donné.
Elle resta simplement là, immobile, comme un arbre en hiver, et dit « 1 million d'euros ». Le rire de Marc devint plus fort. Quelques personnes qui se hâtaient dans ce froid après-midi de décembre s'arrêtèrent et regardèrent. Quelques-unes sourirent, reconnaissant le spectacle de la richesse, se moquant de la pauvreté. « 1 million d'euros », dit Marc entre deux éclats de rire. 1 million. Et en échange de ce miracle impossible, tu veux que je croie qu'une enfant sans abri, qui demande de la petite monnaie, accomplira ce que les plus grandes sommités médicales du monde ne peuvent pas. Tu te rends compte à quel point tu sembles folle, Sophie? Oui, dit Sophie calmement, je me rends compte. Voilà ce que je vais faire, dit Marc, et sa cruauté atteignit son apogée. Il sortit son portefeuille et en tira un seul billet de 100 euros. Il le jeta sur la rue devant elle, et le billet fut pris par le vent roulant sur le trottoir comme une feuille mourante. Achète-toi un repas, Sophie. Fais semblant de réfléchir davantage à ton miracle. Quand tu auras trouvé quelque chose de plus réaliste, n'hésite pas à revenir me voir. Il appuya sur le bouton et la vitre se referma dans un léger sifflement. La limousine démarra, laissant Sophie debout sur le trottoir, regardant la voiture disparaître dans la matinée parisienne. Ce que Marc ne vit pas, ce fut le moment où Sophie ramassa le billet de 100 euros. Ce qu'il ne vit pas, ce fut la détermination silencieuse qui se fixa sur son visage comme un masque. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans ce seul instant, il venait de prendre la décision la plus lourde de conséquences de toute sa vie. Sophie plia le billet et le glissa dans sa poche. Elle ne le dépensa pas en nourriture, bien qu'elle n'ait pas mangé depuis 2 jours. Elle ne l'utilisa pas pour s'offrir une nuit au chaud, même si décembre arrivait et que les nuits devenaient mordantes. À la place, elle sourit un sourire qui renfermait des secrets plus anciens que ses 7 ans, et murmura quelque chose pour elle-même, dans une langue qu'aucune personne de ces rues parisiennes n'aurait reconnue. « Le miracle du million commence », dit-elle au vent, et quelque part dans un penthouse d'à 3 rues de là. David Villeneuve se réveilla de sa sieste de l'après-midi et posa à sa nounou une question qu'il n'avait jamais posée auparavant. « Quand est-ce que mon père va m'apprendre à marcher ?» Mais la nounou de David Sarah regarda sa montre et fronça les sourcils. David n'avait pas parlé depuis 3 semaines. David était dans le coma. David ne pouvait pas poser de questions. Pourtant les mots étaient sortis de ses lèvres aussi clairement que si un fantôme avait appris à parler. David Villeneuve avait été déclaré cliniquement mort 3 fois au cours de la semaine précédente. Ce n'était pas exactement vrai. Techniquement, son cœur continuait de battre. Ses poumons continuaient de se gonfler avec la régularité mécanique du ventilateur. Mais selon tous les critères que la neurologie moderne avait établis, le petit garçon qui aimait lire, rire et poser des questions sans fin sur le fonctionnement du monde n'était tout simplement plus là. La docteure Patricia Chen, malgré son renvoi par Marc Villeneuve, avait continué de suivre le cas. Elle le faisait pour une seule raison, elle ne pouvait pas se résoudre à abandonner David. En 23 ans de neurologie pédiatrique, elle avait appris que certains cas vous hantent. Celui-ci en faisait partie. Elle se tenait dans la chambre d'hôpital de David un mardi matin gris, lorsque quelque chose d'impossible se produisit. Les yeux de David s'ouvrirent, non pas progressivement, non pas lentement, comme quelqu'un qui sort d'un sommeil profond, mais brusquement complètement, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Ses yeux qui fixaient le vide depuis 3 semaines se dirigèrent immédiatement vers le visage de la docteure Chen. « Bonjour », dit David. Sa voix était rauque à cause du tube du ventilateur, mais le mot était clair. « Est-ce que vous allez m'aider ?» Les mains de la docteure Chen commencèrent à trembler. Elle se dirigea vers les moniteurs, mais elle n'avait pas besoin de les vérifier. Elle voyait elle-même les chiffres rythme cardiaque, élevé, saturation en oxygène, élevé activité cérébrale. Nom de Dieu, l'activité cérébrale
explosait tous les seuils. Le EEG dansait avec des schémas neuronaux qui indiquaient non seulement l'éveil, mais la conscience, la vigilance, une sorte d'hyperclarté impossible chez un enfant sorti d'un coma profond. « David, murmura-t-elle, tu m'entends ? » « Bien sûr que je vous entends, » répondit le garçon. Et il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Pas tout à fait de l'impatience, mais une forme de sagesse fatiguée qui n'aurait jamais dû exister chez un enfant de 5 ans. « Mon père vous a payé pour m'aider. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» L'esprit de la Dr. Chen s'emballa. Hallucination. Décharge neurologique aléatoire. Mais elle voyait les yeux de David suivre ses mouvements. Elle voyait de l'intelligence. Une intelligence réelle, présente impossible. « Quel est ton nom ?» demanda-t-elle. La question standard de l'évaluation neurologique pour un état de conscience altéré. « David Marc Villeneuve », répondit le garçon. « J'habite à Paris. L'adresse est… » Et il la récita précisément, ainsi que le numéro de téléphone de sa mère, dont la Dr. Chen savait maintenant qu'il s'agissait d'un numéro de Lyon. « Ma couleur préférée est le bleu. Bleu comme l'océan, que mon père dit qu'il m'emmènera voir quand je serai assez grand. » La Dr. Chen sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était réel. Quelle que soit la nature de ce phénomène, ce n'était ni une hallucination, ni un artefact de crise. C'était un enfant conscient, parlant, répondant, montrant une lucidité et une mémoire parfaite. Elle se dirigea vers la porte, sachant qu'elle devait aller chercher d'autres médecins, devait documenter, cela devait… « Attendez, » dit David. « Il y a une fille. » La Dr. Chen s'arrêta. « Une fille. Une fille qui est venue voir mon père, » dit David. Ses yeux semblaient regarder au-delà de la Dr. Chen, au-delà de la chambre d'hôpital, au-delà du froid parisien de décembre derrière la fenêtre. Une fille qui vit dans la rue, une fille qui sait des choses. Elle a dit à mon père que je me réveillerais. Elle lui a dit qu'il devait faire quelque chose que les médecins n'aimeraient pas. L'esprit clinique de la Dr. Chen se mit immédiatement à rationaliser. Le garçon avait entendu des conversations. D'une manière ou d'une autre, dans son état comateux, il avait capté des informations. C'était rare, mais cela arrivait. Les patients dans le coma conservaient parfois un certain niveau de conscience, une certaine capacité à percevoir la parole, même s'ils semblaient totalement non réactifs. Mais cela n'expliquait pas le timing. David venait seulement d'ouvrir les yeux quelques instants plus tôt. Comment pouvait-il savoir que quelqu'un avait approché son père récemment? « David, qui est cette fille ?» demanda prudemment la Dr. Chen. « C'est elle qui m'a réparé », répondit David simplement. « Elle a dit à mon père quoi faire, et il l'a fait. Et maintenant, je suis réparé. Elle a dit qu'elle le ferait. Elle a dit qu'elle savait comment faire. Elle a dit que mon père devait croire en autre chose que l'argent. » La porte de la chambre s'ouvrit brusquement. 2 infirmières se précipitèrent, ayant vu le changement soudain sur les moniteurs depuis le poste de soins. « Il est réveillé », dit la Dr. Chen, sa voix tremblante. « Appelez le Dr. Morrison. Appelez le médecin responsable. Appelez M. Villeneuve. David Villeneuve est conscient. » L'heure qui suivit fut une cascade de chaos contrôlé. Des médecins se précipitèrent avec les outils d'évaluation neurologique. Les infirmières vérifièrent chaque sonde et chaque moniteur. Le ventilateur fut examiné pour voir si David pouvait respirer seul. Et au milieu de tout cela, David resta éveillé, réactif et étrangement calme. Mais il ne cessait de poser la même question encore et encore. « Où est la fille? Je dois lui dire merci. Où est la fille qui m'a aidé? » Marc Villeneuve arriva à l'hôpital, dans un état qui ne pouvait être décrit que comme une hystérie à peine contenue. Il était en réunion de direction lorsque l'hôpital avait appelé.
Il avait quitté la salle au milieu d'une présentation, renvoyé son directeur financier par message sur le chemin de la voiture et violé 3 règles du code de la route en fonçant vers l'hôpital Necker. Quand il entra dans la chambre de David et vit son fils éveillé, vit les yeux de son fils suivre les mouvements, vit son fils légèrement redressé, avec le lit incliné, quelque chose en lui se brisa. « David, dit-il, sa voix fendue. Tu m'entends? »« Bonjour, père, dit David. Sa voix était faible, mais claire. Je suis content que vous ayez fait ce que la fille vous a dit. Marc resta figé dans l'embrasure. Quelle fille? De quoi parles-tu? La fille avec le billet de 100 €, dit David. La fille qui vit dans la rue. Elle est venue te voir et elle t'a dit comment m'aider, et tu l'as fait, et maintenant je suis réveillé. Marc sentit la couleur quitter son visage. Il regarda la Dr. Chen qui se tenait près des moniteurs, affichant une perplexité professionnelle. « Monsieur Villeneuve, commença Dr. Chen prudemment, votre fils semble avoir des idées assez surprenantes sur sa guérison. Nous ne savons pas exactement comment il a obtenu ces informations, mais je veux vous assurer que son réveil est entièrement médical. Il n'y a rien de surnaturel ici. Nous sommes face à un événement neurologique remarquable, mais explicable. » Le ventilateur. « Je sais ce que vous allez dire, » l'interrompit Marc. Son esprit tournait à toute vitesse. Il avait jeté un billet de 100 € à une enfant des rues, qui avait d'une manière ou d'une autre prédit l'état de son fils. Il avait essayé de la rejeter, de l'effacer complètement. Et pourtant David était réveillé. Il n'avait fait aucun changement dans les traitements. Il n'avait fait venir aucun nouveau spécialiste. Le seul élément variable, c'était la fille. Monsieur Villeneuve. Dr. Chen attendait sa réponse. Nous aimerions effectuer quelques examens supplémentaires, mais en l'état, la récupération de David est stable. C'est remarquable. Franchement sans précédent, mais... J'ai besoin de trouver quelqu'un, dit Marc. J'ai besoin de trouver une jeune fille, peut-être 7 ou 8 ans, vivant possiblement dans les rues de Paris. Elle a peut-être approché moi ou ma famille. C'est urgent. La docteure Chen échangea un regard avec l'une des infirmières. Elle avait travaillé avec suffisamment de parents fortunés pour reconnaître l'obsession lorsque cela lui apparaissait. Dans ce cas-ci, un père cherchant désespérément à expliquer la guérison miraculeuse de son fils, attribuant cela à une entité extérieure, alors que la vérité était peut-être plus simple, les corps guérissent. Les miracles ne sont souvent que de la biologie, que nous ne comprenons pas encore. « Je vais vous aider, » dit doucement Dr. Chen. « Mais David a besoin de repos. Et vous devez comprendre que quoi qu'il se soit passé ces dernières semaines, ce qui importe maintenant, c'est que votre fils s'est réveillé. Concentrons-nous sur cela. » Marc hocha vaguement la tête, mais son esprit était déjà ailleurs. Une fille, une orpheline des rues qui savait des choses. Une fille qui avait prédit impossiblement le réveil de son fils. Une fille qui avait demandé 1 million d'euros comme si elle avait su, avec une certitude absolue, que le miracle aurait lieu. Il baissa les yeux vers David, qui le regardait avec l'intensité curieuse d'un enfant, ayant appris trop de choses trop tôt. « Père, » chuchota David, « tu dois la trouver, tu dois la payer. Elle a dit qu'elle me réparerait, et elle l'a fait. Elle a dit que le million était le prix d'un vrai miracle. Un miracle que tous les médecins du monde ne pouvaient pas faire. » Marc Villeneuve, qui avait bâti un empire sur le principe que tout avait un prix, se retrouva à poser une question qu'il ne s'était jamais posée auparavant. Et si elle avait raison, pendant 32 ans, Marc Villeneuve avait passé sa vie à grimper toujours plus haut. Il était passé d'un quartier de classe moyenne du nord de Paris à un penthouse surplombant les jardins du Luxembourg.
Il avait bâti une entreprise passée d'un simple projet de garage à un empire valant des milliards. Il avait appris que le monde répondait à l'action brutale, aux acquisitions agressives et à la certitude absolue. Alors lorsqu'il décida de retrouver Sophie Chen, il fit ce qu'il avait toujours fait. Il jeta l'argent et le pouvoir sur le problème. À 18 heures, ce soir-là, il avait embauché 3 détectives privés. À minuit, il avait contacté la brigade des personnes disparues de la préfecture de police de Paris et offert une récompense de 50 000 € pour toute information concernant une jeune orpheline des rues d'environ 7 ans, possiblement d'origine asiatique. Le lendemain matin, il avait publié la description essentielle de la fillette sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qui l'autorisaient accompagnées de l'avis de récompense. La réponse fut écrasante. Des signalements arrivèrent de tout Paris. Une fille correspondant à la description avait été vue dans la banlieue nord, près de Saint-Denis, une autre près du pont de l'Alma, une troisième dormant dans les tunnels du métro, sous les rues du centre. Les enquêteurs engagés par Marc suivirent chaque piste avec l'énergie d'un homme pour qui tout le destin de l'âme dépendait soudain d'une seule chose. Mais Sophie Chen semblait avoir disparu. Ce fut la docteure Patricia Chen. Aucun lien avec Sophie, même si elle passerait des heures à se demander comment une telle coïncidence pouvait exister, qui finit par lui offrir une autre perspective. Elle trouva Marc dans la cafétéria de l'hôpital, le 3e jour de sa recherche, dans un état qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. Son costume hors de prix était froissé. Sa montre en platine avait disparu. Il ressemblait à un homme qui n'avait ni dormi, ni mangé, ni respiré correctement depuis 72 heures. « Monsieur Villeneuve », dit-elle en s'asseyant en face de lui sans invitation. « Je dois vous parler de quelque chose de médical, quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre ce qui est arrivé à David. » Marc leva les yeux de son café, intact. « Je vous écoute. » « Il existe un phénomène en neurologie, » commença prudemment la docteure Chen, « que l'on appelle la cryptothésie. Il est rapporté chez des patients dans le coma depuis des décennies. Essentiellement, c'est la capacité de percevoir des choses tout en paraissant inconscients. Certains patients, en coma profond, ont montré qu'ils avaient entendu des conversations auxquelles ils n'auraient pas dû avoir accès, perçu des événements autour d'eux. Certains se sont même réveillés en parlant des langues qu'ils n'avaient jamais apprises avant d'entrer dans le coma. Vous suggérez que David a pu communiquer avec cette fille pendant son coma, demanda Marc. Je suggère que la conscience est bien plus complexe que ce que nous comprenons, répondit Dr. Chen. Que le cerveau humain peut fonctionner sur plusieurs niveaux simultanément. Que ce qui semble être de l'inconscience n'en est peut-être pas du tout. Marc posa sa tasse avec une lenteur calculée. Ce que vous décrivez ressemble à une connexion psychique. Ce n'est pas de la science. Non, admit la docteure Chen. Mais ce n'est pas non plus impossible. Notre compréhension de la conscience est encore primitive. Nous ne connaissons en réalité pas les limites de la perception ou de la conscience humaine. Si je vous avais dit il y a un mois que votre fils se réveillerait d'un coma profond sans aucune intervention médicale et sans aucune cause apparente, l'auriez-vous cru possible? Marc resta silencieux. « Cette fille n'est peut-être pas une arnaqueuse, » poursuivit Dr. Chen. « Elle est peut-être autre chose, quelque chose pour lequel nous n'avons aucun cadre d'explication. » Marc quitta la cafétéria, sans répondre, mais ses mots le suivirent comme une ombre. Ce soir-là, il prit une décision. Il interrompit la recherche. Il appela ses enquêteurs et leur ordonna d'arrêter. Il supprima les publications sur les réseaux sociaux.
Il annula l'avis de récompense. Et puis, il fit quelque chose que Marc Villeneuve n'avait jamais fait de sa vie. Il attendit. Il s'assit dans la chambre de David, tandis que son fils jouait avec des jouets et posait des questions sans fin sur la façon dont le corps guérissait, pourquoi certaines personnes tombaient malades et d'autres non. Il écouta les médecins lui donner des nouvelles sur la récupération neurologique de David. Sans précédent, miraculeuse, défiant toute attente et tout modèle médical. Et il pensa à une fillette qui vivait dans les rues de Paris. Une fillette qu'il avait regardée avec des yeux contenant un savoir bien au-delà de son âge. Une fillette qui avait demandé 1 million d'euros avec la certitude de quelqu'un qui ne faisait que nommer le prix exact d'un miracle inévitable. Ce fut David qui évoqua le sujet un après-midi, alors qu'ils regardaient ensemble la lumière grise de décembre se dissiper au-dessus du ciel parisien. « Père, dit David, pourquoi as-tu arrêté de la chercher ? » « Parce que j'ai compris quelque chose, répondit Marc. Elle est venue me voir une fois, et je l'ai rejetée. Si elle revient, ce sera parce qu'elle le veut pas, parce que je l'ai payée pas, parce que je l'ai forcée, mais parce qu'elle le choisit. David hocha la tête comme si cela avait parfaitement du sens. Elle reviendra. Comment le sais-tu ? Demanda Marc. Parce qu'elle me l'a promis, dit David. Elle a dit que le million était le paiement pour le miracle, et elle a dit qu'une fois le miracle accompli, elle viendrait le récupérer. Elle a dit que c'est ainsi que la vraie magie fonctionne. La magie arrive d'abord, et ensuite, on paie. Marc sentit quelque chose bouger en lui. La vraie magie, avait dit David, comme si un enfant de 5 ans comprenait déjà la différence entre des tours et une transformation réelle. Ce fut un jeudi après-midi glacé, exactement 1 semaine, après que David eut ouvert les yeux, qu'elle apparut. Marc se trouvait dans son bureau du penthouse, travaillant sur les dossiers qu'il avait négligés pendant la crise. Sa secrétaire Patricia entra avec une expression étrange. « Il y a une jeune fille dans le hall qui demande à vous voir, » dit Patricia. « Elle n'a pas de rendez-vous. Je lui ai dit que vous ne receviez pas de visiteurs sans rendez-vous, mais elle insiste beaucoup. Elle a dit « Dites-lui que le paiement du miracle est dû. » Marc sentit son cœur manquer un battement. Il se leva de son bureau si brusquement que sa chaise roula en arrière et heurta le mur. « Faites-la monter, » dit-il. Sophie Chen était trempée et grelottante lorsqu'elle entra dans son bureau. Il pleuvait dehors une pluie froide de décembre qui transformait les rues de Paris en rivières grises. Elle portait toujours les mêmes vêtements que lorsqu'il l'avait vue sur l'avenue des Champs-Élysées, mais ils étaient maintenant détrempés. « Vous avez payé, » dit Marc. « Ce n'était pas une question. »« J'ai tenu ma promesse, » dit Sophie. « Votre fils va bien. Le miracle est accompli. Le prix est d'1 million d'euros. » Marc la regarda, cette fille, qui avait vécu dans la rue, qui n'avait ni maison, ni chaleur, ni abri, et il comprit quelque chose qui allait changer tout ce qu'il était. Il attrapa son chéquier. Sophie Chen était assise dans le bureau de Marc Villeneuve, l'eau dégoulinant de ses vêtements sur le sol en marbre italien. Le vigile voulait l'expulser du bâtiment dès son arrivée, mais Marc l'avait arrêté d'un seul ordre glacial. À présent, l'homme restait maladroitement près de la porte, incertain de savoir si cet enfant trempé représentait une menace ou un cas de charité. Marc le congédia d'un geste. Lorsqu'ils furent seuls, il regarda Sophie longuement, sans parler. Elle soutint son regard sans ciller, ses yeux sombres, immobiles, son petit corps rigide de froid. « 1 million d'euros est une somme considérable, » dit enfin Marc. « Pour n'importe qui, mais pour une enfant vivant dans la rue, c'est une fortune inimaginable. »« Oui, » répondit Sophie. « Alors ce que je veux comprendre,
continua Marc, en tirant son chéquier d'un tiroir. « Ce n'est pas si tu le mérites. Tu as prouvé que oui. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi toi? Pourquoi peux-tu faire quelque chose qu'aucun médecin, aucun spécialiste, aucune quantité de richesse ou de pouvoir ne peut faire ?» Sophie resserra sa veste détrempée autour d'elle. Quand elle parla, sa voix était petite mais précise. « Il existe des gens dans ce monde, dit-elle, qui peuvent voir à l'intérieur des autres, pas avec les yeux. Plus profondément que ça, je peux voir à l'intérieur des gens. Je vois les parties, en eux qui sont malades, les parties brisées. Et parfois, si la personne le veut vraiment, je peux toucher ces parties brisées et les réparer. » « C'est impossible, dit Marc d'une voix plate. Ce n'est pas comme ça que le corps humain fonctionne. »« Votre fils s'est réveillé d'un coma, dit Sophie. Votre médecin a dit que ce n'était pas possible, et pourtant c'est arrivé. » Marc ne pouvait pas argumenter contre cela. Il sortit son stylo et se prépara à écrire le chèque. « Mais il y a autre chose que vous devez savoir, dit Sophie. Quelque chose d'important. » Marc s'arrêta. « Quoi? Votre fils n'était pas seulement malade dans son corps, dit Sophie. Il était malade dans son esprit quand il est tombé. Ce n'était pas vraiment un accident. C'était parce que son âme appelait quelque chose qu'elle n'avait pas. Et réparer son corps était en réalité la partie simple. La partie difficile, c'était de réparer le reste. » Un frisson glacial parcourut la colonne vertébrale de Marc. « De quoi parles-tu ? » ?»« Je parle de vous, » dit Sophie calmement. « Votre fils se noyait parce que vous ne lui aviez jamais appris à aimer, parce que vous aviez construit autour de votre cœur un mur si haut et si épais qu'il ne pouvait pas y entrer. Il mourait parce qu'il était perdu dans un monde où la seule chose qui comptait était l'argent, le pouvoir et gagner. Et c'est un monde qui empoisonne lentement les enfants. » La main de Marc se crispa autour du stylo. « Tu ne sais rien de la façon dont j'ai élevé mon fils. »« Si je sais, dit Sophie, parce que je peux voir, en vous aussi, je peux voir le garçon que vous étiez avant de décider que la douceur était une faiblesse. Je peux voir le moment où vous avez choisi de devenir ceci. Et je peux voir ce que cela vous a coûté. » Marc se leva brusquement, le visage rouge. « Je n'ai pas besoin d'une leçon d'une orpheline des rues sur comment vivre ma vie. »« Non, » acquiesça Sophie. « Mais vous devez comprendre ce qui vient ensuite. Si vous voulez que votre miracle dure, si vous voulez que David reste réparé, reste éveillé et en bonne santé, alors vous allez devoir changer. Vous allez devoir réapprendre à être un père plutôt qu'un simple pourvoyeur. »« Et si je ne le fais pas ?» demanda Marc, presque malgré lui. Sophie resta silencieuse longtemps, puis dit « Alors il régressera. Pas immédiatement, mais lentement. Le corps peut guérir, monsieur Villeneuve. Mais l'âme met plus de temps. L'âme a besoin d'amour. » Marc se détourna d'elle et marcha vers la fenêtre. Dehors, Paris s'étendait dans toutes les directions. Des millions de personnes, des milliards d'euros de richesse. La plus grande ville du monde, bâtie sur les rêves et le désespoir. « Comment sais-tu toutes ces choses ?» demanda-t-il. « Une fille de ton âge ne devrait pas connaître les âmes, les miracles et l'amour. » « Ah, parce que je ne suis pas seulement une fille sans abri qui a croisé votre fils par hasard, » répondit Sophie. « Je suis la fille qui a été invisible pour le monde entier toute sa vie, observant chacun autour de moi, apprenant ce qui les guérit, ce qui les brise, ce qui les transforme. » La paralysie de votre fils n'est pas seulement physique, Marc. Ce n'est pas seulement la moelle épinière ou les nerfs. C'est psychologique, c'est émotionnel. Il ne croit pas qu'il peut marcher. Alors son esprit garde son corps enfermé dans ce fauteuil.
Son système nerveux a appris l'impuissance. Mais je peux lui montrer comment croire. Et quand il croira vraiment, son corps suivra. L'esprit est plus puissant que n'importe quel médicament. Marc regarda cette minuscule fille, à la sagesse impossible, et prit une décision qui allait remodeler toute sa vie. Il regarda le chéquier dans sa main. Il regarda cet enfant des rues qui n'avait rien, et qui pourtant avait vu dans son âme ce qu'il refusait de voir. « Comment puis-je l'aider à croire ?» demanda Marc. « Vous lui apprenez par l'exemple, » dit Sophie. « Vous lui apprenez en étant présent. Vous lui apprenez en lui montrant que vous croyez en lui. Vous lui apprenez en l'aimant comme un père doit aimer un fils, sans condition, sans jugement, sans exiger qu'il prouve sa valeur. » Marc baissa les yeux vers son chéquier et son stylo décapuchonné. Lentement, il commença à l'écrire. Les chiffres glissèrent sur la page. 1 million d'euros, écrit en toutes lettres. Sa signature sur la ligne. Il détacha le chèque et le tendit à Sophie sans un mot. Elle le prit, le regarda un instant, puis le plia et le glissa dans sa poche. « Ce n'est pas vraiment à propos de l'argent, » dit-elle. « Je sais, » répondit Marc. « Alors pourquoi me le donnez-vous » Marc se rassit à son bureau. Il pensa à David, à la façon dont les yeux de son fils avaient brillé lorsqu'il s'était réveillé à la certitude dans sa petite voix, quand il avait parlé de la fille qu'il avait aidée à la confiance fondamentale qu'un enfant plaçait dans le monde, avant que le monde ne lui apprenne que la confiance est une folie. « Parce que tu l'as demandé, » dit Marc, « et parce que pour la première fois de ma vie, je crois en quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Je crois en toi, je crois en ce que tu as fait, et je crois que tu mérites d'être payé pour avoir sauvé la vie de mon fils. » Sophie se leva, ses vêtements goûtant encore. « Je vais y aller maintenant. Je vais prendre cet argent et aider d'autres gens, d'autres enfants dont les parents ont construit ces murs. Je serai leur voix quand ils ne peuvent pas parler et leur force quand ils sont trop faibles. Est-ce que je te reverrai ?» demanda Marc. « Oui, » dit Sophie, « mais seulement si vous faites votre travail, seulement si vous changez, seulement si vous devenez le père dont David a besoin, parce que les miracles ne sont que le début, monsieur Villeneuve. La vraie transformation, c'est quelque chose que vous devez choisir chaque jour pour le reste de votre vie. » Elle se dirigea vers la porte, laissant derrière elle une traînée d'eau sur le marbre. Sophie appela Marc. « Attends, j'ai quelque chose à te demander. » Elle se retourna la main sur l'encadrement. « Comment as-tu su que David était dans le coma ?» demanda Marc. « Quand nous nous sommes rencontrés dans la rue, je ne t'ai jamais dit son prénom. Je n'ai jamais confirmé qu'il était à l'hôpital. Comment aurais-tu pu savoir ?» Sophie sourit, un sourire qui semblait ancien et infiniment triste. « Parce que chaque enfant brisé dans Paris crie, » dit-elle, « et j'ai appris à entendre le son. » Puis, elle disparut. 3 mois plus tard, toute la communauté médicale s'efforçait encore d'expliquer la guérison de David Villeneuve. Le garçon, qui aurait dû rester dans un état végétatif permanent, était non seulement conscient, mais épanoui. Il marchait seul avec un peu d'aide. Sa force augmentait chaque jour. La lésion de la moelle épinière, qui aurait dû le laisser paralysé, guérissait d'une manière défiant toutes les explications de la neurologie moderne. La docteure Patricia Chen avait rédigé un article sur le cas en cours d'examen pour publication dans le journal de neurologie. Elle s'était concentrée uniquement sur les faits médicaux, l'éveil soudain, la récupération physique rapide, l'absence totale d'intervention médicale, pouvant expliquer ces résultats. Elle avait soigneusement exclu toute mention de Sophie Chen ou des éléments surnaturels dont David semblait si convaincu.
Ce qu'elle ne pouvait pas exclure, en revanche, était la transformation profonde de Marc Villeneuve lui-même. Le milliardaire avait été étonnamment absent de ses affaires pendant les 3 derniers mois. Son directeur des opérations gérait désormais les activités quotidiennes. Le conseil d'administration avait accepté sans trop de questions son retrait temporaire de la direction active. Les hommes très riches prenaient parfois du temps pour régler des affaires personnelles, et la guérison de David était suffisamment extraordinaire pour justifier une telle absence. Mais ce que la docteure Chen observait lors de ses visites professionnelles chez David était quelque chose de bien plus profond qu'une simple dévotion paternelle. Marc Villeneuve réapprenait à être humain. Elle le voyait dans les petits gestes, sa manière de s'asseoir par terre pour jouer avec les petits soldats de David, au lieu de lire des rapports sur son téléphone. La façon dont il posait à David des questions sur ses pensées, ses émotions, au lieu de lui donner immédiatement des solutions. La manière dont il écoutait vraiment, écoutait avec une intensité rare dans le monde moderne, lorsque son fils parlait. « Comment va ton père ?» demanda la docteure Chen à David lors d'un de ses examens, tandis que Marc était sorti de la pièce. « Il est souvent triste, » répondit David tout naturellement. Il dit que Sophie lui a expliqué que les gens qui sont restés froids très longtemps doivent sentir la tristesse quand ils se réchauffent. Mais il est aussi heureux. Je ne l'ai jamais vu heureux avant. Pas vraiment heureux. Il a toujours été quelqu'un de gagnant, de puissant, d'important. Mais maintenant, il est vraiment heureux. La docteure Chen se surprit à sourire. Le changement le plus spectaculaire survint lorsque l'ex-femme de Marc Catherine l'appela. Elle vivait à Lyon avec sa nouvelle famille, un avocat prospère nommé Douglas et 2 jeunes enfants qui n'avaient aucune idée que Catherine avait un fils à Paris. Le divorce avait été brutal, conflictuel, en grande partie parce que Marc avait utilisé sa richesse et son influence pour réduire au minimum les droits de garde de Catherine. À la naissance de David, elle avait lutté pour une garde partagée. Au lieu de cela, elle n'avait obtenu qu'un droit de visite d'1 mois par an. Catherine avait accepté cet accord parce que l'alternative, une longue bataille judiciaire qui l'aurait ruinée et détruite émotionnellement, était pire. Mais elle n'avait jamais pardonné Marc, et elle n'avait jamais cessé d'aimer David. Lorsque Marc l'appela pour lui expliquer d'une voix hésitante que leur fils avait subi un terrible accident, mais qu'il s'était miraculeusement rétabli, la première émotion de Catherine ne fut pas le soulagement. Ce fut la rage. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» hurla-t-elle. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que David était dans le coma? Je suis sa mère. »« Tu as raison, » dit simplement Marc, « et je suis désolé. Je ne pensais pas clairement. J'agissais par peur, par honte et par besoin de tout contrôler. Je t'ai exclu parce que cela fait 8 ans que je m'entraîne à exclure tout le monde de ma vie, sauf moi-même. » Catherine fut tellement surprise par cet aveu qu'elle ne trouva rien à répondre. « Je veux changer cela, » continua Marc. « Je veux que David connaisse sa mère. Je veux qu'il passe plus de temps avec toi. Et je veux apprendre à être un père qui partage son enfant, pas un père qui le garde pour lui. » Il fallut plusieurs conversations avant que Catherine ne le croie réellement. Mais finalement, elle fit le voyage à Paris. Ce qu'elle trouva là-bas fut bouleversant. Son fils sain, vivant, marchant avec une confiance grandissante. Et un homme qui ressemblait à Marc Villeneuve, mais qui se déplaçait et parlait comme quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu. « Je sais que je ne peux pas effacer les 8 dernières années, » dit Marc debout dans l'appartement, qui avait autrefois été leur foyer avant que la réussite, l'argent et le lent poison de l'ambition ne détruisent leur mariage. « Mais je peux essayer de construire quelque chose de différent
pour David. Je peux essayer d'être le coparent dont tu avais besoin. Je peux essayer d'être l'homme que tu pensais que j'étais quand nous nous sommes rencontrés. » Catherine regarda son fils qui les observait avec une expression de paix si profonde qu'elle sentit son cœur se fissurer. Elle regarda Marc, et pour la première fois depuis des années, elle vit le garçon dont elle était tombée amoureuse, caché derrière l'armure de l'homme qu'il était devenu. « D'accord, dit-elle enfin, mais tu dois comprendre quelque chose. Ce n'est plus à propos de toi. Ce n'est pas ton changement ou ta rédemption qui compte. C'est David. Tout ce que nous faisons doit être ce qui est le mieux pour lui. »« Je sais, » répondit Marc, « et c'est pour cela que j'avais besoin de changer. Parce que David n'a pas besoin que je sois le plus riche ou le plus puissant. Il a besoin que je sois présent. » Au cours des semaines suivantes, un nouvel arrangement fut mis en place. David passerait les jours de semaine avec Marc à Paris, fréquentant une école privée d'élite où il s'épanouissait scolairement et socialement. Il passerait les week-ends et 2 semaines chaque été avec Catherine à Lyon, où il tissa des liens avec ses demi-frères et sœurs et découvrit ce que signifiait une famille aimante et normale. Marc recommença à reconstruire sa relation avec Catherine, non plus comme amant, mais comme partenaire pour élever leur fils. Il mit des limites à son empire professionnel, délégua davantage et apprit à maîtriser son besoin obsessionnel d'être présent dans chaque décision. De façon encore plus remarquable, il commença à donner de l'argent. Des milliards d'euros qu'il avait mis 30 ans à accumuler furent soudainement canalisés vers des causes caritatives, éducation pour les enfants défavorisés, logement pour les sans-abri, recherche médicale sur des maladies neurologiques rares, comme celle qui avait failli détruire son fils. Et il se mit à rechercher activement Sophie Chen, non pour la retrouver ou la posséder, mais pour la comprendre et l'aider autant qu'il le pouvait. Mais Sophie avait disparu dans les rues de Paris, aussi mystérieusement qu'elle y était apparue. Marc engagea à nouveau des enquêteurs, mais cette fois avec des instructions différentes. Ils ne cherchaient pas une fille, ils cherchèrent des preuves de son travail, des enfants sans abri guéris, soudainement des orphelins des rues, ayant reçu une aide financière anonyme, des cas de guérison miraculeuse sans explication médicale. Ils trouvèrent des traces d'elle partout et nulle part. Une fille correspondant à sa description avait été vue dans la banlieue nord, aidant un enfant mourant. Une mystérieuse jeune femme avait laissé une mallette pleine d'argent dans un centre d'accueil. Un orphelin des rues dans la banlieue sud avait parlé d'une femme ancienne, ressemblant à une enfant qu'il avait guérie. Mais Sophie elle-même restait invisible. Ce fut David qui comprit finalement. « Elle ne reviendra pas », dit-il à son père un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon du penthouse, regardant les lumières de Paris. « Pourquoi pas ?» demanda Marc. « Parce qu'elle n'a jamais été une seule personne », répondit David. « C'est beaucoup de personnes différentes, faisant beaucoup de choses différentes. Elle a été mon miracle, mais elle n'est pas seulement mon miracle. Elle est le miracle de tous ceux qui sont prêts à en recevoir un. » Marc regarda son fils, réalisant que son enfant avait appris quelque chose qu'il avait encore du mal à accepter lui-même. La transformation ne te concernait pas. Les miracles n'étaient pas des cadeaux personnels. Ils étaient des graines plantées dans le jardin du monde croissant, partout où le sol était fertile. « Es-tu heureux ?» demanda Marc. « Oui, » dit David. « Et toi ?»« Je le vois. C'est différent de avant. » « Différent comment ? Avant, tu essayais d'être parfait, » dit David avec la sagesse d'un enfant de 5 ans, ayant vécu 1000 vies.
Maintenant tu essaies juste d'être réel, c'est mieux. 6 mois après que David Villeneuve se soit réveillé de son coma, l'impossible commença à se répandre. Tout commença par une femme sans abri dans la banlieue nord de Paris, qui affirma qu'une jeune fille l'avait touchée et l'avait guérie d'un cancer. Puis, un enfant dans la banlieue, et à Montreuil, rapporta qu'une mystérieuse femme était apparue dans sa chambre d'hôpital et lui avait dit qu'il irait bien. Puis un homme dans la banlieue sud parla d'une fille qui avait sauvé sa fille d'une overdose d'héroïne, non pas avec des médicaments, mais par un simple contact et quelques mots dans une langue qu'il ne comprenait pas. Les histoires se multiplièrent. Elles se répandirent sur les réseaux sociaux, où Marc avait initialement publié des informations sur Sophie. Elles apparurent dans les médias locaux. Elles attirèrent finalement l'attention d'institutions médiatiques plus importantes qui abordèrent le phénomène avec un scepticisme approprié, mais ne purent ignorer le schéma récurrent. La docteure Patricia Chen reçut des appels de collègues du monde entier, lui demandant de commenter ce qui semblait être une résurgence de la guérison par la foi, un mouvement mondial de personnes affirmant des rétablissements miraculeux de conditions incurables. Elle refusa de spéculer se tenant aux faits médicaux documentés du cas de David. Mais en privé, elle commença à se demander si Sophie Chen n'était pas quelque chose de plus qu'une simple guérisseuse. Elle se demanda si elle n'était pas quelque chose que la science ne pouvait expliquer. Pour Marc Villeneuve, ces histoires qui se répandaient servaient de confirmation. Il n'était pas fou. Son fils n'avait pas été victime d'une escroquerie élaborée. La fille, qu'il avait ignorée sur un coin de rue en décembre, avait été réelle, et son pouvoir était réel, et la transformation qu'elle avait déclenchée continuait de se propager. Il devint obsédé par la documentation de ces histoires. Il finança des projets de recherche visant à étudier les cas de rétablissement médical inexpliqués. Il créa la Fondation Villeneuve pour la médecine miraculeuse, dédiée à l'étude des cas défiant l'explication médicale conventionnelle. Certains de ses collègues pensaient qu'il avait perdu la raison, mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. La première année après la guérison de David, la Fondation documenta 17 cas de guérison impossibles, chacun appuyé par des preuves médicales, confirmant que la récupération aurait dû être impossible. Et dans chaque cas, lorsque les enquêteurs retracèrent la chronologie, ils pouvaient trouver des preuves d'une jeune fille, parfois décrite comme âgée de 7 ans, parfois comme ancienne, parfois semblant avoir différents âges selon les personnes qui avaient été présentes ou proches du moment de la guérison. C'est David lui-même qui fit la percée finale. Maintenant âgé de 6 ans, doté d'une intelligence précoce résultant de sa vie entre deux mondes, celui de la richesse et du privilège de son père et celui spirituel que Sophie lui avait ouvert. David posa à Marc une question simple. « Et si Sophie était comme toi ?»« Que veux-tu dire ?» demanda Marc. « Eh bien, tu as construit une entreprise, » dit David. Et ensuite tu as dû apprendre à la partager et à ne pas la contrôler. Et si Sophie était comme ça, et si elle m'avait guéri et offert son miracle au monde, mais qu'elle n'avait pas besoin d'être célèbre ou connue, et si elle avait seulement besoin de savoir que le miracle grandissait. Marc resta longtemps songeur. Il avait passé toute sa vie à ériger des monuments à lui-même, cherchant à laisser une empreinte dans le monde pour prouver son importance et sa valeur. Et c'est dans ces moments où il lâcha enfin prise, où il cessa enfin de vouloir être spécial important ou unique que la véritable transformation eut lieu. Peut-être que Sophie comprenait quelque chose qu'il commençait seulement à saisir. Peut-être que les miracles ne concernaient pas la personne qui les créait.
Peut-être concernaient-ils les répercussions qu'ils entraînaient les vies, qu'ils touchaient la transformation, qu'ils inspiraient chez les autres. Lorsque David eut 8 ans, Marc Villeneuve avait fondamentalement réorganisé toute sa vie. Villeneuve Tech n'était plus son royaume, mais une entreprise qu'il gérait pour le bien de ses employés et de la société dans son ensemble. Il avait donné les 3/4 de sa fortune personnelle à des œuvres caritatives. Il était devenu un défenseur des pauvres, des sans-abri, des malades, des personnes qu'il avait autrefois ignorées comme des problèmes à résoudre par d'autres. Et il n'avait jamais cessé de chercher Sophie, non pas parce qu'il voulait la contrôler ou la posséder, mais parce qu'il voulait qu'elle sache que son travail n'avait pas été vain, que le miracle d'1 million d'euros qu'elle avait promis avait été multiplié par 1000. C'était un après-midi froid de décembre, exactement 2 ans après leur première rencontre, que Marc la vit à nouveau. Elle se tenait au même coin de rue, où elle avait d'abord abordé sa limousine, toujours vêtue de ses haillons, toujours en train de mendier avec son panneau en carton. Et lorsqu'elle leva les yeux et le vit, elle sourit. « Bonjour, monsieur Villeneuve, dit-elle. Êtes-vous venu pour me renvoyer encore une fois ?» Marc descendit de voiture. Il se tenait devant cette fille, qui était à la fois ancienne, et pourtant tout et rien de ce qu'il avait cru d'elle. « Je suis venu pour te remercier, dit-il. Je suis venu te dire que ton miracle a sauvé plus de vies que je ne peux compter, que la transformation que tu as initiée dans ma famille s'est étendue à des milliers d'autres familles, que tu avais raison surtout à propos de David, à propos de moi, à propos de ce qui devait changer. » Sophie le regarda avec des yeux contenant une compassion infinie. « Tu as appris, dit-elle simplement. « J'ai appris, acquiesça Marc. »« Alors le miracle est complet, dit Sophie. Mais ne célèbre pas trop vite. La transformation n'est pas une destination, c'est un voyage, et ton vrai travail ne fait que commencer. »« Quel travail ?» demanda Marc. « Le travail d'apprendre à aimer, dit Sophie. Le travail d'apprendre à servir. Le travail de devenir l'homme qui élève des enfants, qui n'ont pas besoin de miracle, parce qu'ils sont déjà conscients du miracle même de l'existence. » Marc plongea la main dans son manteau et en tira une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un autre chèque d'1 million d'euros. « C'est pour ton travail continu, dit-il. Pour toutes les personnes que tu guéris, toutes les vies que tu touches, je veux te soutenir autant que je peux. » Sophie regarda le chèque, puis Marc. « Garde-le, dit-elle. Tu as déjà payé, et puis les vrais miracles ne s'achètent pas. Ils ne peuvent qu'être vécus. » Elle se tourna pour partir et Marc se surprit à poser la question qui le hantait depuis 2 ans. « Qui es-tu vraiment? Que es-tu » Sophie s'arrêta et se retourna. Pendant un instant, son visage sembla se transformer, devenant tous les âges, à la fois toutes les personnes, à la fois contenant des multitudes. « Je suis ce qui arrive, dit-elle, quand le monde se souvient d'aimer lui-même. Je suis ce qui est possible quand les gens cessent de croire que l'argent, le pouvoir et le contrôle sont les seules choses réelles. Je suis un rappel que les miracles sont réels et qu'ils sont accessibles à quiconque est prêt à changer. »« Te reverrai-je » demanda Marc. « Oui, dit Sophie. Chaque fois que tu cesseras d'attendre la perfection et que tu commenceras à devenir réel, chaque fois que tu verras un autre enfant brisé et que tu te souviendras qu'il mérite lui aussi un miracle, je serai là. » Puis elle disparut, fondant dans l'après-midi de décembre, comme un fantôme fait de lumière. Marc retourna à sa voiture, mais au lieu de retourner au bureau ou au penthouse, il demanda à son chauffeur de se diriger vers l'hôpital général de Paris. Il traversa les couloirs jusqu'à trouver le service pédiatrique. Et là, dans la salle d'attente, il s'assit avec des familles,
qui regardaient leurs enfants souffrir. Il écoutait leurs histoires. Il offrait son aide. Il offrait de l'espoir, car il avait enfin compris ce que Sophie avait essayé de lui enseigner depuis le début. Les miracles n'étaient pas des choses qui arrivaient à des personnes spéciales. Ils se produisent lorsque des gens ordinaires décident de s'aimer suffisamment pour devenir complets. Et alors qu'il était assis dans cette salle d'hôpital, entouré de familles désespérées et d'espoirs impossibles, Marc Villeneuve comprit que son véritable miracle, celui qui définirait sa vie, n'était pas la guérison de David. C'était l'éveil de son propre cœur. 3 ans plus tard, la Fondation Villeneuve deviendrait l'une des plus grandes organisations caritatives du monde. David grandirait pour devenir un jeune homme compatissant et équilibré, utilisant son privilège pour servir les autres. Catherine et Marc développeraient une amitié fondée sur un respect véritable et un objectif partagé. Et quelque part dans les rues de Paris, une fille qui apparaissait et disparaissait, comme un souvenir, continuerait son œuvre, guérissant les cœurs brisés, réveillant les endormis, rappelant au monde que l'amour est plus fort que le pouvoir et que les miracles sont possibles pour quiconque est prêt à croire. L'histoire qui avait commencé avec le mépris d'un milliardaire et la certitude d'une orpheline des rues se propageait, touchant des millions de vies, changeant le cours d'innombrables familles et transformant une ville et finalement le monde en un lieu où les miracles n'étaient pas des exceptions, mais des expressions de ce qui se produisait lorsque les gens se souvenaient comment aimer. Et tout avait commencé avec 100 € lancés au vent et une fille qui savait comment accomplir l'impossible.